Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission qui reçoit aujourd'hui l'économiste ivoirien René Ngueti Akwasi, qui est directeur des affaires économiques et de la Commission de l'Union africaine. Nous articulons cette émission sur l'ouvrage qu'il a mis sur le marché qui s'intitule « L'Afrique, un géant qui refuse de naître », paru aux éditions L'Harmattan. Donc, je disais tout à l'heure que l'ouvrage est composé de 7 chapitres. D'abord, le premier chapitre, l'agriculture, la faille de l'agriculture. C'est dû à quoi concrètement ? La faillite de l'agriculture est due à plusieurs facteurs. La politique agricole, le type de l'agriculture qui est en vigueur en Afrique, la qualité des acteurs sur le terrain, aussi. Parce que pour développer l'agriculture, il faut qu'il y ait en aval une structure industrielle capable d'absorber. Parce qu'on ne peut pas prétendre développer l'agriculture sans qu'il y ait en aval une structure industrielle qui accueille les fruits de l'agriculture. Donc, ce lien qui devait être un lien fort entre l'agriculture et l'industrie n'existe pas beaucoup en Afrique parce que le secteur agricole africain a tendance à être connecté au secteur industriel de l'extérieur. Alors qu'on devait avoir en Afrique un secteur industriel, un secteur agricole fortement corrélés. On a vu quand même des politiques agricoles qui ont été élaborées et on a vu également d'abord des politiques agricoles qui ont été élaborées par les Africains eux-mêmes, d'autres qui ont été élaborées par les partenaires au développement, mais apparemment ça n'aboutit pas. Mais ces politiques qui ont été élaborées, ont-elles été mal élaborées ou bien c'est les gens qui sont chargés de les appliquer qui ne l'ont pas bien fait? Bon, on peut dire peut-être, est-ce que les questions posées ont été les bonnes questions? Est-ce que les solutions proposées ont été des bonnes solutions? Sinon, les pays pris individuellement, chacun à son niveau, a développé une politique agricole. Les régions, au niveau des communautés économiques régionales, il y a eu aussi des politiques. Mais il faut dire aussi que les politiques élaborées par les Africains ne sont pas souvent ambitieuses. L'Union africaine a développé le CADEP pour permettre de demander, n'est-ce pas, à chaque pays de consacrer 10% de son budget national à promouvoir l'agriculture. Donc, souvent, je crois que là où le bas blesse souvent aussi, c'est que même quelle que soit la qualité des politiques développées, je crois qu'il y a un déficit énorme de mise en œuvre, dû à plusieurs facteurs, dont le facteur financement, dont le facteur formation des paysans, dont beaucoup de politiques d'accompagnement qui permettent à l'acteur sur le terrain de réaliser des résultats importants. Dans le deuxième chapitre, vous parlez de l'industrialisation qui est bloquée. C'est bloqué par qui et par quoi? Bon, l'industrialisation est bloquée parce que nous sommes en 2016, mais la contribution du secteur industriel au PIB, au produit intérieur brut de l'Afrique, ressemble, n'est-ce pas, à la contribution réalisée depuis les années 70. Aujourd'hui, on disait que même les programmes d'ajustement structurel des années 80 ont contribué à désindustrialiser beaucoup de pays. Là, il faut jeter la pierre à qui? Il faut jeter la pierre à qui? Il faut jeter la pierre à nos partenaires, par exemple au Fonds monétaire, à la Banque mondiale, qui ont développé les programmes d'ajustement structurel qui étaient perçus à l'époque comme une plan de salut pour les économies africaines. Mais malheureusement, ces plans d'ajustement structurel ont contribué à certains égards à désindustrialiser le continent. Mais vous prenez aujourd'hui même l'Afrique du Sud, qui semble être la locomotive au niveau de l'industrialisation, mais les statistiques les plus récentes montrent que l'Afrique du Sud a amorcé une tendance, n'est-ce pas, à la désindustrialisation. Donc, malgré les atouts, le potentiel que nous avons au niveau de l'industrie, nous n'arrivons pas à faire le pas. Nous sommes toujours dans l'optique de la politique d'import-substitution. On n'arrive pas à faire un pas qualitatif comme l'ont fait les pays d'Asie, qui ont commencé par l'import-substitution, c'est-à-dire produire ce qu'on a l'habitude d'importer, et ensuite on fait le pas, c'est-à-dire on transforme et puis on exporte. C'est-à-dire une économie tirée par les exportations, mais exportation des biens manufacturés. L'Afrique n'arrive pas à faire ce pas-là. Quelque part dans le chapitre 3, vous dites que l'intégration africaine, tout le monde en parle, mais aucun pays n'en veut. Aucun pays n'en veut. Bon, là aussi c'est une observation, parce qu'on a eu beaucoup d'initiatives pour booster le processus d'intégration. Vous avez le plan d'action de Lagos, on a eu le traité d'Abuja avec 6 étapes clairement définies, avec des progrès à faire. On est à la traîne. On a eu développé le NEPAD, mais jusqu'à maintenant, on a comme l'impression qu'on fait du surplace. Mais est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi aucun pays n'en veut? C'est un titre, effectivement, aussi bien entendu. Voilà, Vous voulez dire que les États ne posent pas des actes responsables pour pouvoir faire avancer résolument les choses, c'est cela? Je dis, les décisions prises en matière d'intégration, on ne les met pas en œuvre.
Je prends par exemple le financement des activités intégratrices, les projets intégrateurs au niveau du continent. Il y a la constituée de l'Union africaine qui demande qu'on crée, n'est-ce pas, la Banque africaine d'investissement pour accompagner la BAD, qu'on mette en place, par exemple, le Fonds monétaire africain, qu'on crée la Banque centrale, qu'on développe, n'est-ce pas, la Bourse panafricaine des valeurs. C'est-à-dire que les projets sont là, clairement définis, avec une grande qualité, mais on n'arrive pas à les mettre en. C'est-à-dire qu'on refuse d'utiliser les solutions africaines aux problèmes africains. Mais il y a le marché commun, c'est prévu dans le traité d'Abuja. Quand on crée le marché commun, c'est-à-dire qu'un tout Africain peut se déplacer dans un autre pays et puis faire valoir, concrétiser ses opportunités. Mais on a du mal jusqu'à présent. Beaucoup de communautés économiques régionales sont au niveau de l'union douanière. Alors qu'il faut faire un pas décisif. C'est cela qui freine le commerce intra-africain. Voilà, ça fait partie de cela. Effectivement, les textes sont jolis, bien décrits, bien élaborés. Mais dans la pratique, on n'arrive pas à faire en sorte que l'Afrique développe son commerce entre pays, faire en sorte que les Africains circulent librement au niveau de leur continent pour concrétiser leurs opportunités là où ils se sentent mieux à l'aise. Il y a encore des barrières, il y a encore des obstacles. Donc je dis que dans les textes, je crois que l'Afrique est championne. Parlons un peu de l'éducation, parce que vous dites que l'école africaine a raté sa cible. Nous sommes plus de 60 ans maintenant, l'indépendance. Mais les écoles sont des écoles qui produisent toujours des chômeurs. C'est-à-dire que l'Afrique n'arrive pas toujours à combler son déficit scientifique et technologique avec le reste du monde. Donc vous voulez dire que l'école africaine ne forme pas des cadres valables pour le développement de ce continent? Bon. L'école forme des cadres, mais qui ne sont pas adaptés aux réalités du continent. C'est cela. Donc moi, je pense qu'il faut inverser la tendance. C'est pour ça qu'il faut repenser l'école. Faire en sorte qu'on forme les Africains en fonction des besoins de développement du continent. Nous avons un déficit de développement à rattraper. Il faut qu'on forme les Africains en fonction de nos besoins. La gouvernance, vous l'avez abordé aussi, mais là, vous avez dit qu'il s'agit essentiellement du bricolage, ce qui se fait aujourd'hui. Là encore, nous avons des textes. Par exemple, ce qui se passe au niveau de l'Afrique en matière d'élections. Il y a la charte africaine des élections, de la bonne gouvernance, qui a été adoptée, ratifiée par les États, qui est en vigueur. Donc, tout ce qui se passe, c'est-à-dire qu'au niveau de l'Afrique, tout est codifié pour que le continent soit au cœur de la bonne gouvernance. Donc tout est balisé, on n'a rien balisé le petit chemin aujourd'hui. Mais le problème il reste aussi, juste l'application. L'application. C'est pour ça que j'ai dit, il y a un auteur français qui parle, n'est-ce pas, de la démocrature. C'est-à-dire tout se passe comme si on fait la démocratie, par exemple. Alors que les textes sont clairs. Si on les applique, on fait la bonne gouvernance économique et politique. Est-ce qu'il faut réinventer un nouvel homme africain? Je crois que, comme le président Alassane Ouattara le dit, il ne voit rien de nouveau, par exemple pour la Côte d'Ivoire. Je crois que là aussi c'est une bonne perspective. Parce que la jeunesse africaine aujourd'hui doit naître de nouveau. Parce que là nous disons aussi qu'on a une jeunesse. Est-ce qu'elle a rassemblé les atouts pour prendre le relais? Quelles sont ses relations avec le matériel? Est-ce qu'on a une jeunesse qui est cultivée, qui est ancrée à la culture africaine pour, n'est-ce pas, s'en servir comme base de réflexion et trouver des solutions idoines au développement de notre continent? Donc, pour que l'Afrique soit citée comme un modèle de démocratie, je pense qu'il suffit simplement d'appliquer les tests qu'on a adoptés dans les instances du continent. En tout cas, vous avez proposé une solution et je me demande comment est-ce que vous avez pu proposer une solution pareille? Vous dites que la solution, c'est de tout reprendre à zéro. Mais comment est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un autre monde, carrément. Moi, j'explique, tout reprendre à zéro ne veut pas dire qu'il faut renverser la table. Le seul secteur où on est plus ou moins sûr, c'est d'avoir adopté des tests que personne ne respecte. Oui, bon, mais est-ce que ces tests sont respectables aussi? Il y a des bonnes pratiques. En Afrique, nous avons cité l'exemple du Rwanda, où nous sommes. Encore que les exemples qu'on cite aussi, il faut les prendre avec pincette, parce que tout n'est pas si rose dans ces pays qu'on indexe comme modèle aussi. Tout n'est pas si rose, mais au moins, on trouve, n'est-ce pas, des exemples qui se situent dans le cadre de la bonne gouvernance. Parce que tout le monde n'en est pas convaincu. Vous prenez, par exemple, un peu d'angélisme par ces pays. Vous prenez Ethiopian Airlines, qui est dans un coup des grands.
Voilà un pays qui est parvenu. Donc, il y a des cas de bonnes pratiques qu'on peut recenser et disséminer au niveau du continent. La part des intellectuels que vous êtes, par exemple, dans cet échec qu'on décrit, est-ce que vous n'avez pas une grande part de responsabilité? Je dis par exemple que les intellectuels africains ont failli à leur devoir. Parce qu'en Afrique, on n'a pas, tout porte à croire qu'il n'y a pas une communauté intellectuelle qui peut réinventer une approche sociétale, une société, trouver des balises, et les balises des garde-fous permettant, n'est-ce pas, aux politiques d'y évoluer. Tous les grands problèmes, les débats au niveau du continent, on a comme l'impression qu'il n'y a pas une communauté intellectuelle. Donc j'invite les intellectuels africains à prendre leurs responsabilités. Merci beaucoup, M. René Nguetia Kwasi. Chers téléspectateurs, ce livre, je vous le recommande vivement parce qu'il pose les vrais problèmes avec beaucoup de courage et sans angélisme du tout. L'Afrique, un géant qui refuse de naître. L'Afrique, un géant qui refuse de naître, c'est paru aux éditions L'Harmattan. Il a été préfacé par M. Carlos Lopez et M. Jean Ping. M. René Nguetia Kwasi, c'était un plaisir de vous avoir eu dans cette émission pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. J'espère que les approches de solutions que vous avez faites dans ce livre seront suivies d'effets et que les Africains se retrouveront à travers ce que vous avez dit. Merci. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de cette émission. Pour l'instant, je vous laisse en compagnie des programmes d'Africa 24. À très bientôt.